Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 10, le gentilhomme célibataire, suite. Juste avant 9 h, Sherlock Holmes rentra précipitamment. Il avait l'air très grave, mais ses yeux brillaient d'un éclat qui me laissa présumer qu'il avait vérifié l'exactitude de ses conclusions. « Ah, alors on a préparé le souper, me dit-il en se frottant les mains. »« Oui, mais vous attendez des invités, sans doute. On a mis 5 couverts. »« Oui, je crois qu'il va nous arriver d'autres convives, » reprit-il. « Je m'étonne même que Lord Saint-Simon ne soit pas déjà là. Ah, il me semble que j'entends justement son pas dans l'escalier. » C'était en effet notre client de la matinée. Il entra d'un air très agité, en jouant plus nerveusement que jamais avec son pince-nez, et ses traits aristocratiques me parurent profondément altérés. « Alors, vous avez reçu mon message ?» lui demanda Holmes. « Oui, et j'avoue qu'il m'a jeté dans la plus vive stupéfaction. Vous êtes certain de ce que vous avancez ?»« Tout ce qu'il y a de plus certain. » Lord Saint-Simon se laissa tomber dans un fauteuil et se passa la main sur le front. « Que dira le duc ?» murmura-t-il quand il apprendra qu'un membre de la famille a subi une telle humiliation. « C'est un simple accident, je n'y vois pas la moindre humiliation. » « Ah, c'est que vous envisagez les choses d'un tout autre point de vue. » « Il ne me paraît pas que l'on puisse blâmer personne. Je n'ai pas l'impression que cette dame aurait pu agir différemment. Il est seulement regrettable qu'elle ait agi avec une telle brusquerie. Mais n'ayant pas de mère, elle n'avait personne pour la conseiller dans ce moment critique. »« Mais c'est un affront, monsieur, un affront public !» protesta Lord Saint-Simon en frappant nerveusement avec ses doigts sur la table. « Il faut être indulgent pour cette pauvre fille. Songez dans quelle situation invraisemblable elle se trouvait. Non, ce qu'elle a fait là est positivement impardonnable. Je suis outré qu'on ait pu abuser de moi de la sorte. »« Je crois que j'entends sonner, » dit Holmes. « Oui, il y a quelqu'un sur le palier. Puisque vous refusez de vous laisser fléchir par moi, Lord Saint-Simon, voici quelqu'un qui saura peut-être mieux plaider pour elle. » Il ouvrit la porte et fit entrer un homme et une femme. « Lord Saint-Simon, » reprit-il, « permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Francis Hamilton. Vous avez déjà eu, je crois, l'occasion de vous rencontrer avec Madame. » En voyant entrer les deux nouveaux venus, notre client s'était dressé d'un bond, et très droit, les yeux baissés et la main enfoncée dans son gilet, avait pris une attitude à la fois digne et outragée. La femme s'était rapidement avancée vers lui, la main tendue, mais il s'entêtait à ne pas vouloir relever les yeux. C'était d'ailleurs la meilleure méthode qu'il pouvait adopter pour ne pas se laisser émouvoir, car elle avait une physionomie si implorante qu'il eût été vraiment difficile de lui résister. « Vous êtes fâché, Robert ?» lui dit-elle. « Au fait, vous avez parfaitement lieu de l'être. »« Pas d'excuses, je vous en prie, dit Lord Saint-Simon avec amertume. »« Oh, je sais que j'ai très mal agi envers vous, et que j'aurais dû vous fournir une explication avant de m'en aller. Mais que voulez-vous? J'étais toute sans dessus-dessous, et depuis que j'avais revu Franck ici, je ne savais plus ce que je faisais, ni ce que je disais. La seule chose qui me surprend, c'est de ne pas m'être évanouie sur le coup devant l'hôtel. »« Madame Moulton, désirez-vous que nous nous retirions, mon ami et moi? Cela vous permettra de parler plus librement. »« Si vous voulez mon avis, intervint l'inconnu, je trouve que l'on n'a déjà fait que trop de mystères autour de tout cela. Pour ma part, je ne désire qu'une chose, c'est que la vérité soit proclamée en Europe et en Amérique. » Celui qui venait de parler était un petit homme sec et hâlé, à la figure éveillée et aux manières pleines de vivacité. « Eh bien alors, je vais vous raconter tout ce qu'il en est, » dit la jeune femme. « Franck et moi, on s'était rencontrés en 81 dans les montagnes rocheuses au camp de McGear, où Pa exploitait un clem et Franck et moi on s'était fiancés. Mais voilà qu'un jour, Pa tombe sur un riche filon et ramasse le gros sac, tandis que ce pauvre Franck, lui, avait un clem qui ne valait pas un clou et dont il ne pouvait tirer rien de rien. Bref, tant plus que Pa devenait riche, tant plus que Franck, lui, devenait pauvre, si bien qu'à la fin, Pa ne voulut plus entendre parler de notre mariage et m'emmena à San Francisco. Seulement, Franck, qui ne voulait pas me lâcher, n'a rien trouvé de mieux que de nous suivre, ce qui fait qu'on a continué à se voir sans que Pa en sache rien. Vous comprenez, il en serait devenu fou, Pa, s'il avait su ça, alors valait mieux rien lui dire. Franck me disait comme ça qu'il allait retourner travailler afin de se faire un gros sac lui aussi, et qu'il ne reviendrait me chercher que le jour où il aurait amassé autant que Pa. Alors moi je lui ai promis de l'attendre aussi longtemps qu'il faudrait, et de ne pas me marier avec un autre tant qu'il serait vivant. «
Alors, dans ce cas-là, me dit Franck, pourquoi pas se marier tout de suite? Je n'exigerai rien de toi jusqu'au jour où je reviendrai pour de bon, mais au moins comme ça, je me sentirai plus tranquille. On a discuté de ça pendant longtemps tous les deux, et puis il a fini par s'arranger avec un pasteur qui nous a mariés en cachette, et Franck est parti pour tâcher de faire fortune, pendant que moi je restais auprès de Pa. La première fois que Franck me donna de ses nouvelles, il était dans le Montana. Après, il est allé prospecter dans l'Arizona, puis il m'a écrit de New Mexico. À la suite de ça, j'ai vu un jour dans le journal un long article où il était question d'un camp de mineurs attaqué par les Indiens Apaches et où l'on citait le nom de mon Franck parmi les tués. J'en perdis connaissance sur le coup et j'en fus malade pendant des mois. Pa crut que j'étais poitrinaire et me fit voir à plus de la moitié des médecins de San Francisco. 1 an s'écoula, et même davantage, sans que je reçoive aucune nouvelle. Il n'y avait donc plus de doute à avoir. Franck était bel et bien mort. Là-dessus, Lord Saint-Simon vint à San Francisco, puis on partit pour Londres, et le mariage fut décidé. Pa et lui étaient bien contents, mais moi je chantais bien que jamais aucun homme n'occuperait dans mon cœur la place que j'avais réservée à mon pauvre Franck. Malgré ça, si j'étais devenue la femme de Lord Saint-Simon, je me serais bien conduite vis-à-vis de lui. On ne commande pas à son cœur, mais on commande à sa manière d'agir, et quand il me conduisit à l'hôtel, j'étais bien décidée à être pour lui une compagne aussi parfaite que possible. Mais je vous laisse à penser ce qui se passa en moi lorsqu'en avançant vers les grilles de l'hôtel, j'aperçus, en me retournant, Franck debout, au premier banc qui me regardait. Sur le premier moment, j'ai cru que c'était son fantôme. Mais en regardant une deuxième fois, je m'aperçus qu'il était toujours là et que ses yeux me fixaient comme s'il avait cherché à lire sur mon visage si j'étais contente ou contrariée de le revoir. Je ne sais pas comment je ne suis pas tombée raide sur le coup. Je me rappelle seulement que tout s'est mis à tourner autour de moi et que je n'entendais plus les paroles du pasteur que comme si ça avait été une abeille qui me bourdonnait aux oreilles. Que faire? Arrêter le service et provoquer une scène dans l'église? Je me retournai encore une fois vers Franck, et il faut croire qu'il comprit quelle était ma pensée, car il se mit aussitôt un doigt sur les lèvres pour me faire signe de me tenir tranquille. Puis, je le vis qui griffonnait quelque chose sur un bout de papier, et je me doutais qu'il m'écrivait un mot. Lorsqu'on passa devant lui pour se diriger vers la sacristie, je laissai tomber mon bouquet dans son banc, et il me glissa le billet dans la main en me rendant les fleurs. Il n'y avait qu'une ligne pour me demander de le rejoindre quand il me ferait signe. Naturellement, je n'avais aucun doute que maintenant mon premier devoir était d'aller chez lui, et je décidai de faire point pour point ce qu'il me dirait. En rentrant à la maison, je racontai ce qui s'était passé à ma femme de chambre, qu'il avait connue en Californie et qui avait toujours été en bons termes avec lui. Je lui donnai ordre de ne rien dire, mais de faire un paquet de certaines choses que je voulais emporter et de me préparer un manteau. Je sais bien que j'aurais dû donner une explication à Lord Saint-Simon, mais ça m'impressionnait d'être obligé de lui dire ça en présence de sa mère et devant tous ces gens huppés. Alors je pris le parti de filer sans rien dire, quitte à lui expliquer tout plus tard. Mais il n'y avait pas 10 minutes qu'on était à table quand j'aperçus Franck par la fenêtre sur le trottoir en face. Il me fit signe de venir, puis s'avança dans le parc. Alors, sans perdre un instant, je m'échappai de la salle à manger. J'allais mettre mes affaires et je courus le rejoindre. En sortant, je fus abordé par une femme qui se mit à me raconter je ne sais trop quelle histoire sur Lord Saint-Simon, et le peu que j'en entendis me fit comprendre que lui aussi avait dû avoir avant notre mariage une petite aventure dont il ne m'avait rien dit. Mais je saisis le premier prétexte venu pour me débarrasser de cette femme, et quelques instants après, je réussis à rattraper Franck. Nous prîmes un cab tous les deux, et nous nous fîmes conduire à l'appartement qu'il avait loué dans Gordon Square. Et ce fut mon vrai mariage après tant d'années d'attente. Franck avait été fait prisonnier par les Indiens, puis il s'était évadé et avait gagné San Francisco. Et là, ayant appris que je le tenais pour mort et que j'étais parti pour l'Angleterre, il s'était immédiatement embarqué à son tour, mais n'était parvenu à me retrouver que le jour même de mon second mariage. « Je l'ai vu annoncé dans un journal », expliqua l'Américain. Le nom et l'église étaient bien indiqués, mais on ne donnait pas l'adresse de la mariée. Ensuite, on discuta tous les deux de ce qu'il vaudrait mieux faire. Franck trouvait qu'il était préférable de s'expliquer franchement, mais moi, toute cette histoire me faisait tellement honte que j'aurais voulu disparaître une fois pour toutes sans revoir personne et en me contentant tout au plus de passer un mot à Pa, juste pour lui faire savoir que j'étais toujours de ce monde.
Ça me donnait le frisson de penser à tous ces lords et à toutes ces ladies assis autour de cette table et attendant mon retour. Alors, pour qu'on ne retrouve pas trace de moi, Frank prit ma toilette et mes affaires de mariée et en fit un paquet qu'il s'en alla jeter à un endroit où personne ne pourrait les retrouver. Il est plus que probable que nous soyons partis demain pour Paris. Seulement, ce bon monsieur Holmes, qui avait réussi à nous dénicher je ne sais vraiment pas comment, nous a rendu visite et m'a démontré très nettement et très gentiment que j'avais tort et que Frank avait raison, et que nous compliquerions inutilement les choses en continuant à nous cacher. Il nous proposa également de nous fournir l'occasion de parler à Lord Saint-Simon tout seul, et il fit si bien que nous nous mîmes séance tenante en route pour aller chez lui. Maintenant, Robert, vous savez toute la vérité. Je vous demande encore une fois pardon si je vous ai causé de la peine, et j'espère que vous ne garderez pas trop mauvaise opinion de moi. Lord Saint-Simon, sans atténuer en rien la raideur de son attitude, avait écouté ce long récit en fronçant le sourcil et en pinçant les lèvres. « Excusez-moi, répliqua-t-il, mais je n'ai pas pour habitude de discuter ainsi publiquement mes affaires intimes. »« Alors, vous ne voulez pas me pardonner? Vous ne voulez pas me serrer la main avant que je m'en aille ?»« Oh, volontiers, si cela peut vous faire plaisir. » Il avança la main et serra froidement celle qu'elle lui tendait. « J'avais espéré, insinua Holmes, que vous nous feriez l'amitié de souper avec nous. »« Cette fois, c'est un peu trop demandé, répliqua Lord Saint-Simon. Je me résigne à accepter l'inévitable, mais on ne peut tout de même pas exiger que je m'en réjouisse. Donc, si vous le permettez, je vais maintenant me retirer en vous souhaitant à tous une bonne soirée. » Il nous adressa collectivement une large révérence et se retira avec beaucoup de dignité. « J'espère que vous deux, au moins, me ferez l'honneur d'être des nôtres, » reprit Sherlock Holmes. « C'est toujours un vif plaisir pour moi de rencontrer un Américain, monsieur Moulton, car je suis de ceux qui ne peuvent se résoudre à croire que la folie d'un monarque et la sottise d'un ministre de jadis pourront jamais empêcher nos enfants d'être citoyens du même vaste monde, avec un seul drapeau assemblant à la fois l'Union Jack et la bannière étoilée. » « Voilà un cas que je considère comme très intéressant, » me dit Sherlock Holmes, après que nos invités eurent pris congé de nous, car il sert à démontrer clairement combien simple est parfois l'explication d'une affaire qui, à première vue, paraissait inexplicable. Quoi de plus naturel et de plus vraisemblable, en effet, que l'exposé des faits que nous a fourni cette jeune femme? Et quoi de plus compliqué et de plus inadmissible, par contre, que la théorie que s'était formée Lestrade? « Mais la vôtre était bonne, alors ?» Dès le début, deux faits m'avaient paru très évidents, à savoir, d'une part, que Mademoiselle Hattie Doran avait consenti de plein gré à épouser Lord Saint-Simon, et d'autre part, qu'elle en avait eu regret aussitôt la cérémonie terminée. Or, un tel revirement n'avait pu s'opérer chez elle que si quelque chose d'imprévu était survenu dans le courant de la matinée. De quoi s'agissait-il? Elle n'avait pu parler à personne pendant le temps qu'elle s'était absentée de chez elle, puisqu'elle était restée constamment aux côtés de celui qui allait être son mari. Alors, avait-elle simplement vu quelqu'un? Si oui, ce ne pouvait être que quelqu'un venant d'Amérique, car elle était depuis trop peu de temps en Angleterre pour qu'un homme y eût déjà exercé tant d'influence sur elle qu'elle eût été si profondément impressionnée rien qu'en le voyant. Vous voyez donc que, grâce à ce procédé d'élimination, nous avons déjà abouti à cette supposition qu'elle avait vu un Américain. Restait maintenant à découvrir qui était cet Américain et pourquoi il avait tant d'ascendant sur elle. Ce pouvait être ou quelqu'un qui la courtisait, ou quelqu'un qu'elle avait déjà épousé. Je savais que toute sa jeunesse s'était écoulée dans un milieu sauvage et assez anormal. Voilà où j'en étais parvenu lorsque Lord Saint-Simon nous conta ce qui venait de lui arriver. Quand il nous parla de l'homme qu'il avait vu dans le premier banc de l'église, du changement d'attitude de sa femme, du bouquet tombé, subterfuge si souvent employé par les femmes pour s'emparer secrètement d'un billet, de la conversation qu'elle avait eue avec la femme de chambre dont elle faisait sa confidente, et enfin de ce terme très significatif dont elle s'était servie, rafler un clem, ce qui, en jargon de mineur, signifie s'emparer d'une concession primitivement accordée à un tiers, le mystère commença à s'éclaircir sensiblement pour moi. Désormais, plus de doute possible. Elle était partie avec un homme, et cet homme était soit un amant, soit quelqu'un qu'elle avait épousé antérieurement, ce qui me sembla plus probable. Mais comment diable vous y êtes-vous pris pour les retrouver? J'aurais peut-être eu assez de difficultés à y parvenir si je ne m'étais aperçu que notre ami Lestrade avait entre les mains des indications dont lui-même ne soupçonnait pas la valeur.
Naturellement, les initiales étaient de la plus haute importance, mais il y avait en outre un détail très intéressant à relever, c'est que, moins d'une semaine auparavant, l'homme en question avait réglé sa note dans l'un des plus grands hôtels de Londres. « Et qui vous a dit qu'il s'agissait d'un grand hôtel ?» Je l'ai vu tout de suite au prix énuméré sur la note. Quand on voit compter une chambre 8 shillings et un verre de sherry 8 pence, il est bien évident qu'il s'agit d'un établissement de premier ordre. Il n'y en a pas beaucoup à Londres, où les tarifs soient aussi élevés. J'entrepris donc de les visiter l'un après l'autre. Dans le second, qui se trouvait dans Northumberland Avenue, je constatais en consultant les registres qu'un certain Francis Ashmoleton, citoyen américain, l'avait quitté la veille même, et en vérifiant son compte, que ce compte concordait exactement avec les chiffres portés sur la note. Comme j'appris en outre qu'il avait donné ordre de faire suivre sa correspondance 226 Gordon Square, je me rendis aussitôt à cette adresse où j'eus la chance de rencontrer les amoureux chez eux. J'entrepris aussitôt de leur donner quelques sages conseils et réussis à leur démontrer qu'ils auraient plus d'intérêt, sous tous les rapports, à faire connaître à tout le monde en général et à Lord Saint-Simon en particulier la véritable situation dans laquelle ils se trouvaient. Ensuite, je les invitai à me rejoindre ici et comme vous avez pu le voir, j'ai décidé également Lord Saint-Simon à venir au rendez-vous. Mais le résultat n'a guère été brillant, lui fis-je remarquer. Son attitude n'a certes pas été des plus aimables. « Oh, Watson, me répondit Holmes en souriant, peut-être ne seriez-vous pas très aimable non plus si après avoir réussi, avec bien du mal, à conquérir une femme et à l'épouser, vous voyez subitement s'envoler cette femme et la fortune qu'elle devait vous apporter. Je crois que nous devons témoigner beaucoup d'indulgence à Lord Saint-Simon et remercier le ciel de n'avoir pas à supporter nous-mêmes une pareille épreuve. Approchez votre fauteuil et passez-moi mon violon, car pour l'instant, le seul problème qu'il nous reste à résoudre consiste à décider comment nous nous y prendrons pour tromper l'ennui de ces mornes soirées d'automne.